Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire organisé par la Haute Autorité de Santé et France Biotech sur ce fameux guichet numérique. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, Franck devait se connecter. Donc on va peut-être attendre quelques instants histoire que tout le monde se connecte et puis ensuite on pourra démarrer tranquillement. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous m'entendez? Oui. Ouais, je vais mettre avec Mathieu parce que là, j'ai un problème. À chaque fois, ça me sort de mon lien est utilisé par ailleurs, donc bon, c'est pas grave. On peut démarrer du coup. Il y a 70 participants. Au regard du coup des inscrits, je vous laisse voir si c'est le bon moment, mais je suis à disposition. On y va? On fait quoi? C'est partager l'événement? C'est bon, ça commence. Ça commence? Ok. Il y a des gens déjà nouveaux. Ah, ok. Ouais. Bon, désolé. Bon. On va démarrer du coup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Un grand merci à Corinne Collignon et les équipes de la HAS pour cette opportunité de partager ce guichet du numérique et accompagnement par la HAS pour les solutions des dispositifs médicaux numériques. On sait aujourd'hui beaucoup d'entreprises, en tout cas, sont en phase de développement de ces solutions, que ce soit sur la télésurveillance, soit sur les DM connectés, les DTX aussi. Et donc, beaucoup de questions se posent évidemment dans l'environnement et c'est extrêmement précieux de pouvoir avoir ce type d'interaction et de voir effectivement comment, à quel moment et comment ces entreprises peuvent solliciter en amont de leur demande d'évaluation des interactions avec la Haute Autorité de Santé. Donc, un grand merci Corinne d'avoir proposé effectivement qu'on puisse avoir le bénéfice d'un échange avec la filière sur ces dispositifs d'accompagnement que vous proposez. Donc, je vous cède la place et un grand merci encore. Je vous en prie, c'est un plaisir de décoder ce qu'on fait parce que je sais que c'est pas toujours facile et de répondre aux questions. Alors, est-ce que mes diapos passent? Ça ne passe pas. Voilà. Donc on a 1h30, je crois, donc ça nous permettra d'aborder un certain nombre de choses. J'ai préparé une trame d'éléments de contexte et notamment la présentation de ce guichet numérique qui est encore nouveau avec quelques informations sur les processus et les critères à la fois pour la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques et aussi sur le cadre de droit commun qui est la liste des activités de télésurveillance médicale. Alors, d'entrée de jeu, je mets volontairement ces acronymes parce qu'on en parlait la semaine dernière à la journée de l'innovation numérique à Montrouge avec mes collègues de la délégation au numérique en santé. Mais voilà, en France, on est les champions des acronymes. Il faut vraiment s'acculturer à ça. Désolée, donc volontairement, mais je décoderai après. Je les ai utilisés d'emblée. L'objectif aussi, et du coup, c'est ce qui a donné lieu à cette proposition de webinaire lors de nos échanges précédents avec Franck Mouton et Mathieu Boutemi. On voit qu'il y a aussi un besoin d'explicitation de ce que peut être l'accompagnement par la HAS. Donc, c'est la deuxième partie de ma présentation et de l'introduction que je ferai. Mais avant tout, l'objectif de cet échange qu'on a organisé, c'est de répondre à nos questions avec un seul objectif qui est d'éclairer vos démarches. Donc, je commence d'entrée de jeu sur la présentation de ce contexte d'évaluation. Et un point important, c'est de savoir ce qui rentre dans le périmètre d'évaluation par la HAS parce que tout n'est pas évalué sur le plan national. Alors déjà, il y a un prérequis qui est le marquage CE pour tout ce qui est dispositif médical, mais pour l'entrée dans le remboursement, il y a un certain nombre de technologies qui vont être à la main directement des utilisateurs sans évaluation à des fins de remboursement en France. Et du coup, ce qui rentre dans l'évaluation, c'est plutôt ce qui est utilisé par le patient lui-même ou
par le patient pour le mettre en contact avec le professionnel de santé. Donc, typiquement, les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale et puis sur le volet numérique, toutes les applications à des fins thérapeutiques qui sont utilisées directement par le patient. Donc, ce qui n'est pas évalué est en gris sur ma diapositive, c'est tout ce qui n'est pas dispositif médical, donc les technologies qui n'ont pas de finalité médicale déclarée, ce qui n'empêche qu'elles peuvent avoir un intérêt. On voit l'effervescence de tout ce qui est outils, objets connectés dans notre quotidien. Mais enfin, tout ce qui n'a pas de finalité médicale déclarée n'entre pas dans les prismes de remboursement et donc dans nos évaluations. Également, les dispositifs médicaux à usage professionnel exclusivement qui vont faire une évaluation dans certains cas, mais via l'acte associé, donc qui seront évalués par la HAS quand il y a besoin. Leur introduction dans le prisme des soins nécessite la création d'un nouvel acte parce que les actes existants ne sont pas adaptés pour la réalisation du geste de l'opérateur qui utilisera cette technologie nouvelle ou quand il faut adapter un acte existant. Donc voilà, nous on s'intéresse à la frange du milieu, ce qui est utilisé par le patient directement et également tout ce qui est à des fins de télésurveillance médicale dans une perspective de remboursement par l'assurance maladie individualisée. Alors, on a vu apparaître, du coup, dans les textes qui ont été introduits par la loi de financement pour 2022 et avec les décrets d'application, qui sont parus, depuis, des spécificités et des voies très spécifiques pour les dispositifs médicaux numériques. Il y a une constante, dans ce périmètre nouveau qui a été mis en place en 2023, donc c'est encore très récent, c'est que, c'est la CNEDIMS, donc la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, qui est en charge de ces évaluations spécifiques des dispositifs médicaux numériques. Ça veut dire que la CNEDIMS, elle connaît extrêmement bien les DM de manière générale et elle s'est préparée au fil des ans à l'évaluation des dispositifs médicaux numériques avec des travaux dédiés qu'elle a introduits, au fil des années et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, notre grille d'évaluation des dispositifs médicaux qui ont un volet apprenant, donc ce qu'on appelle de façon commune l'intelligence artificielle, les travaux qu'on a conduits pour anticiper les critères et la valorisation de l'impact organisationnel. Donc voilà, simplement pour vous dire que la CNEDIMS connaît bien le numérique déjà. Donc même si ce sont des processus nouveaux, la CNEDIMS est préparée à ça. Il faut savoir aussi que la CNEDIMS, dans les faits, elle a un avis consultatif. Donc c'est une expertise scientifique qu'elle émet pour éclairer le ministre et c'est la décision ministre d'inscription sur la liste des produits remboursables qui fait que le produit est effectivement remboursé et cette décision, elle se matérialise par un arrêté d'inscription. Donc il y a un certain nombre de points communs avec l'évaluation des dispositifs médicaux classiques. En premier lieu, cette commission qui assure l'instruction et l'évaluation de tous les dispositifs médicaux qui rentrent dans le périmètre d'évaluation. Mais quand même, on note un cadre très particulier qui a été introduit par les textes pour la télésurveillance médicale. Et pour la première fois, on voit un PAC, et c'est un vrai atout, puisque l'évaluation, elle va permettre la prise en charge du dispositif médical numérique et des accessoires de collecte éventuellement nécessaires, indispensables à leur utilisation, mais aussi de l'organisation des soins, donc de l'activité de télésurveillance médicale. Donc il en résulte, et ça c'est un choix qui a été fait, et nous, HAS, on n'est pas du tout dans les questions de tarifs et de financement, mais on constate quand même que c'est un modèle économique très spécifique qui a été mis en place, donc qui va se déployer et qui sera sûrement adapté. On avait déjà vu des adaptations sur les tarifs qui sont apparus, mais aussi des critères très spécifiques qui en résultent et sur lesquels la CNEDIMS doit se prononcer, et je les aborderai au fil de mon introduction sur le contexte en attendant de répondre à vos questions. Alors une question, souvent très importante, c'est de choisir quelle voie emprunter et de s'y retrouver du coup, dans ces silos de voies de remboursement. J'ai essayé de les schématiser sur cette planche. Donc je vous disais qu'on évaluait, ce qui est à usage individuel et également la télésurveillance médicale, et vous voyez qu'il y a différents temps possibles d'évaluation et on individualise, enfin, au fil du temps, on a vu apparaître différents processus de prise en charge dérogatoire, en plus des modes de prise en charge pérennes, ce qu'on appelle le droit commun, qui existe. Donc je vais commencer par le plus simple et le plus large. Pour le pérenne, donc la voie de remboursement classique pour les dispositifs médicaux, c'est l'inscription sur la
liste des produits et prestations remboursables, LPPR. Certains disent parce que c'est dans les textes LPP, mais le R permet d'expliquer le fait que c'est la liste des produits et prestations remboursés. Donc qui va concerner les dispositifs médicaux classiques, mais également les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique. Donc ça, c'est le point de chute pour un remboursement de droit commun. Les dispositifs médicaux à visée thérapeutique ont vocation à rejoindre la LPPR. Pour tout ce qui est télésurveillance médicale, le point de chute, c'est cette nouvelle liste créée qui est dédiée complètement à la télésurveillance médicale. Donc son acronyme, c'est la LATM. Et puis, il y a une possibilité de prise en charge dérogatoire. L'existant depuis 2021, c'est pour les dispositifs médicaux classiques, c'est la prise en charge transitoire. Alors, j'ai oublié l'acronyme, mais il n'est pas très beau à mon sens, mais c'est la PECT, certains disent PECT. Et pour le numérique, donc pour les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique ou de télésurveillance médicale, cette nouvelle prise en charge anticipée dédiée aux dispositifs médicaux numériques dont l'acronyme est PECAN. Et il ne faut pas oublier le forfait innovation qui est une vraie voie de prise en charge dérogatoire également, mais qui vient un peu plus tôt dans le plan de développement d'un industriel, puisque ce forfait innovation qui n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, qui a fait l'objet d'adaptation et qui est désormais complètement opérationnel, va permettre le financement dérogatoire lui aussi d'une technologie, donc d'un dispositif médical ou d'un acte, pour permettre la réalisation de l'étude pivot. Donc dans ce forfait innovation, on est plus en amont que la prise en charge transitoire ou la PECAN, puisque l'étude pivot qui va servir de preuve pour le financement pérenne fait partie du dossier à déposer, et l'industriel, enfin cette étude n'a pas démarré au moment où l'industriel dépose son dossier de forfait innovation. Mais voilà, je l'ai mis sur cette planche parce que c'est quand même une voie dérogatoire qu'il ne faut pas oublier, mais elle vient un peu plus en amont que la prise en charge transitoire ou la prise en charge anticipée, qui elles sont, moi ce que je qualifie d'antichambre, c'est-à-dire qu'elles ont été conçues pour permettre aux industriels qui ont des études en cours et qui auront les résultats dans quelques mois sur ces études en cours pivot, donc déjà lancées, de bénéficier d'une prise en charge en attendant d'avoir les résultats des études pivot. Et cette prise en charge, c'est une sorte de pari. C'est l'antichambre du remboursement, et la commission, dans ces cas-là, juge sur le potentiel innovant. Je détaillerai un peu plus sur la PECAN, mais l'état d'esprit, c'est pour PECAN et pour prise en charge transitoire, c'est de considérer que c'est l'antichambre du remboursement pour juste avant que l'industriel soit prêt, pour juger du potentiel de la technologie et pour anticiper de quelques mois la prise en charge de droit commun. Mais ça doit vraiment préparer la prise en charge de droit commun. Alors un enjeu, c'est de se poser les bonnes questions en amont pour s'y retrouver dans ces voies de financement, en commençant par la typologie du dispositif médical dont il est question. Donc là, je vais plutôt axer mon propos sur le numérique. Donc est-ce qu'il s'agit d'une télésurveillance médicale ou d'un dispositif médical à visée thérapeutique? On voit aussi que dans le cadre du marquage CE, maintenant on a une approche par briques fonctionnelles. Donc c'est ça qu'il va falloir aussi questionner si la technologie, elle est concernée par différentes briques fonctionnelles. Est-ce que, du coup, il y a un cumul des prises en charge possibles et des voies d'évaluation et de remboursement? Et puis à quel niveau j'en suis dans l'avancement de mon plan de développement clinique pour conduire ma stratégie? Est-ce que j'ai les études qui iront bien? Est-ce que j'ai déjà les résultats de ces études pour aller directement dans le droit commun? Ou est-ce que les cases de prise en charge dérogatoire sont adaptées et vont me permettre de gagner un peu de temps? Est-ce que je peux argumenter la présomption d'innovation pour prétendre à ces prises en charge dérogatoires? Voilà, tout ça, c'est des premières questions à se poser pour savoir comment se diriger. Et j'insiste vraiment là-dessus, les prises en charge dérogatoires, elles ont été faites pour assurer un continuum vers le droit commun, et l'objectif et les textes ont été faits pour préparer, à partir de ces prises en charge dérogatoires, l'entrée dans le droit commun d'une technologie, une fois qu'elle a les preuves pour argumenter, du coup, une prise en charge classique. Alors dans tous les cas, quand, un industriel souhaite le remboursement et l'inscription en nom de marque, d'un produit sur les listes de remboursement, vient toujours d'une demande d'une initiative de l'entreprise, et après c'est son choix aussi de faire une démarche en un temps ou en 2 temps. Il est tout à fait possible d'aller directement dans le droit commun,
ou de passer par la case de prise en charge dérogatoire avant d'aller dans le droit commun. Et du coup, j'ai évoqué, juste avant les différents modes de prise en charge dérogatoire: anticipé, transitoire, forfait innovation. Voilà, à utiliser à bon escient, mais voilà, l'essentiel, c'est de se poser les bonnes questions et de savoir où aller et de construire sa stratégie. Nous, HAS, en fait, on ne peut pas faire la stratégie à votre place, mais on peut répondre à vos questions et je reviendrai en fin de présentation sur les possibilités d'accompagnement. Je vous propose maintenant un petit zoom sur les différentes voies dédiées au numérique, donc la prise en charge anticipée pour les dispositifs médicaux numériques, avec sur cette planche les particularités par rapport à ce qui est déjà, enfin, ce qui existe pour les autres dispositifs médicaux, qui est la prise en charge transitoire. Donc le principe, c'est que c'est du dérogatoire, du transitoire et ça a vocation à être très rapide. Mais du coup, il y a une particularité, c'est que cette prise en charge anticipée, elle vaut pour 1 an et le législateur a prévu qu'elle ne soit pas renouvelable. Elle a également des critères, d'éligibilité qui sont un peu différents de celles de la prise en charge dérogatoire. Le principe, c'est que c'est, je vous l'ai dit, l'antichambre avant le droit commun, donc une antichambre qui permet le financement, et la prise en charge, pour 12 mois, avec une obligation, définie par les textes, hein, que enfin l'industriel doit s'engager à déposer, son dossier pour une prise en charge classique à horizon de 6 mois, quand il s'agit d'un dispositif médical à visée thérapeutique après le début de la prise en charge anticipée. Donc l'objectif, c'est d'atterrir sur la LPPR heu, à l'issue des 12 mois et 9 mois pour une prise en charge, de télésurance médicale pour arriver au point de chute qui est la liste des activités de télésurance médicale. Pourquoi ce décalage de 3 mois en fait dans les 2 processus? C'est lié au mode de tarification derrière. En fait, pour un dispositif médical à visée thérapeutique, le point de chute, c'est l'inscription sur la LPPR et le processus d'inscription sur la LPPR implique une évaluation par la CNEDIMS et une négociation tarifaire avec le Comité économique des produits de santé. Et ce processus, il est prévu sur 6 mois. On gagne 3 mois pour l'inscription sur la télésurance enfin, sur la liste des activités de télésurance médicale, simplement parce qu'il n'y a pas cette étape de négociation avec le Comité économique des produits de santé, les forfaits étant déjà prédéfinis, par les textes. Donc en fait, c'est juste le temps de l'évaluation par la CNEDIMS et de la décision ministre derrière. Cette prise en charge anticipée, elle ne couvre pas tout le champ riche des dispositifs médicaux numériques. Les deux axes visés sont télésurance médicale et visée thérapeutique. Donc ça vous donne une idée du périmètre, des technologies, qui peuvent rentrer dans cet axe-là. Alors cette planche récapitule la timeline d'instruction du dossier. Donc je vous l'ai dit, c'est toujours une initiative, industrielle. Donc le dossier est déposé, formellement au ministre et à la HAS et via un guichet unique, hein, qui passe par la plateforme mise en place par la HAS qui s'appelle Evatech. Donc il y a un seul endroit pour déposer le dossier, c'est Evatech. La CNILS instruit et elle a 60 jours pour rendre son avis. Son avis est adressé évidemment au demandeur, au ministre, également au CNP concerné, puisque la télésurveillance médicale va par exemple avoir un impact aussi sur les pratiques médicales et l'avis va couvrir à la fois le dispositif médical et aussi la prestation de soins assurée par le professionnel de santé. Et le ministre a 30 jours pour rendre sa décision. C'est un processus qui doit être rapide. Donc dans ce cadre-là, l'instruction par l'ANS, heu, de la conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité et bientôt d'éthique, est faite en parallèle et c'est, à la fois le certificat ANS et l'avis CNEDIMS que le ministre prend en compte dans sa pour décider du remboursement via la PECAN. Le point de chute, c'est, donc le droit commun et donc l'étape d'après, c'est le dépôt de dossier à horizon de 6 ou 9 mois pour une prise en charge de droit commun. Les critères d'éligibilité, finalement sont très simples. Je vais éliminer ceux qui sont pas très discriminants parce que finalement les textes ont prévu que ce soit le marquage CE, mais c'est, que le dispositif ait le marquage CE dans l'indication revendiquée, mais mais du coup c'est une condition de recevabilité du dossier donc ça c'est pas vraiment discriminant. Je vous ai parlé des 2 types de technologies, visées, donc dispositifs médicaux, numériques à visée thérapeutique
ou de télésurance médicale. Le critère sur lequel la commission va vraiment apprécier l'éligibilité, c'est la présomption d'innovation. Et ça peut être une présomption d'innovation au regard du bénéfice clinique, bien sûr, mais également en termes de progrès dans l'organisation des soins, parce que sur le numérique, il y a un vrai levier d'optimisation de cette organisation des soins. La commission, je vous l'ai dit, c'est un pari, donc elle va juger d'après les premières données disponibles et elle va prendre en compte également l'arsenal disponible, donc les éventuels comparateurs pertinents. Ce qu'a précisé le décret qui est paru le 31 mars 2023, c'est que ce progrès dans l'organisation des soins ne doit pas altérer la qualité des soins. Donc, ça veut dire que, en fait, on ne peut pas accepter j'ai un contre-jour, pas terrible, je vais essayer de changer l'orientation. On ne peut pas accepter un progrès dans l'organisation qui serait au détriment de la qualité de la prise en charge du patient. Donc voilà, c'est un équilibre, mais ce qu'on attend, c'est à qualité de soins égale, un progrès dans l'organisation des soins, si c'est sur ce volet-là qu'est la valeur ajoutée du dispositif médical. Et le décret a également précisé que la commission devait s'assurer que les études en cours permettraient d'apporter les données suffisantes dans les délais impartis. Donc, il y a à la fois la pertinence des données et le calendrier de l'étude pour permettre une évaluation de droit commun. Et là, on voit bien s'inscrire la logique de success story, c'est-à-dire que le législateur ne souhaite pas juste une prise en charge d'un an juste pour voir, mais bien s'assurer qu'il y aura un continuum pour accompagner les technologies jusqu'au droit commun. Et c'est bien l'état d'esprit de cette prise en charge anticipée pour les dispositifs médicaux numériques. Je vais passer au cadre de droit commun dédié complètement aux technologies de télésurance médicale. Donc, comme on le connaît classiquement pour tous les dispositifs médicaux, il y a 2 modes d'inscription sur cette liste nouvelle créée. La ligne générique, pour lesquelles l'état d'esprit, c'est qu'on considère que l'intérêt attendu est le même pour une catégorie de dispositifs médicaux numériques qui correspondent et qui se ressemblent par des spécifications techniques communes qui définissent la ligne générique. Donc, sur ce volet-là, il n'y a pas d'évaluation produit par produit, donc il n'y a pas de dossier à déposer à la HAS et la CNENIPS ne rend pas d'évaluation produit par produit. Là où on conduit notre activité d'évaluation, c'est quand un industriel souhaite une inscription sous le nom de marque, donc c'est soit parce qu'il n'y a pas de ligne générique, soit parce qu'il veut se démarquer de la ligne générique. Et dans ce cas-là, c'est bien une évaluation de l'intérêt attendu de ce DM et il y a une évaluation par la CNIL de chacun des dossiers déposés. Donc, vous voyez des processus d'inscription très différents. Dans ce cadre-là, donc une demande d'inscription, un dossier déposé par l'industriel sous nom de marque dans le cadre du droit commun, on n'est plus dans du dérogatoire. Donc le certificat ANS est un prérequis au dépôt de dossier au même titre que le marquage CE. Ensuite, du coup, le dossier comprenant ce certificat et d'autres pièces est déposé par l'industriel avec donc sur la même plateforme que celle que j'évoquais tout à l'heure, Evatech, qui permet à la fois à la HAS et au ministère d'accéder au dossier. Donc le dossier est déposé. Une particularité, c'est que les textes ont prévu que les CNP concernés devaient être également destinataires de ce dossier déposé par l'industriel. Donc ça veut dire que l'industriel qui demande le remboursement doit avoir déposé son dossier au CNP concerné. Le dossier est instruit par la CNEDIMS. Autre particularité, cette fois-ci, on est dans le droit commun. Donc, il y a une phase contradictoire qui sera ouverte sur la base du projet d'avis qui résultera de l'instruction par la CNEDIMS. Phase contradictoire ouverte auprès de l'industriel et également auprès des CNP concernés. Ça veut dire que tout industriel ou tout CNP, sur la base du projet d'avis qui est envoyé par la HS à l'issue de l'examen, peut demander une phase contradictoire au travers d'une audition ou via l'adressage d'observations écrites. Donc, nous sommes tenus d'instruire toutes ces réponses qui nous parviennent. L'industriel et les CNP ont le droit également de nous envoyer leur accord sur le projet d'avis qui est émis. Et tout ce processus, donc entre le dépôt de dossier et l'issue de la phase contradictoire avec une éventuelle audition ou l'examen d'observation écrite, doit tenir dans un délai de 90 jours. Donc ça, c'est des délais assez classiques
Pour nous, HAS, ce sont les mêmes délais que pour une instruction d'un dossier, de dispositif médical classique. Ce délai étant ramené à 70 jours s'il y a eu une prise en charge, anticipée préalablement, simplement pour tenir le calendrier de 1 an, dans le délai. Donc c'est 70 jours et le ministre doit prendre sa décision dans un délai de 20 jours. Et in fine, c'est une décision, ministre qui permet de confirmer l'inscription ou pas, selon l'issue de l'évaluation. Alors les critères d'inscription sur cette, LATM, il y a un seul critère, donc ça c'est une particularité aussi par rapport à ce qu'on connaît sur les dispositifs médicaux classiques, c'est l'intérêt attendu. Donc la CNEDIM se prononce sur l'intérêt attendu, qui peut être caractérisé sur, 3 composantes: une amélioration clinique de l'état de santé du patient, un gain significatif dans l'organisation des soins ou, l'intérêt de santé publique. Ça veut dire que l'intérêt attendu peut être, reconnue par la CNEDIMS dès lors qu'elle reconnaît l'intérêt sur une de ces 3 composantes. Alors, j'ai du mal à voir le scénario où on aurait uniquement un intérêt de santé publique, mais dès lors qu'il y a soit une amélioration, sur le volet clinique, soit sur l'organisation des soins, la commission peut reconnaître un intérêt attendu, favorable et ça peut éventuellement se cumuler. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer avoir un impact sur la qualité de vie ou sur la morbimortalité et un impact organisationnel, ça peut tout à fait se cumuler. La particularité, et c'est pour ça qu'il n'y a pas, le la notion d'amélioration du service attendu, et qu'il y a qu'un seul critère, c'est que la prise en charge, elle est forfaitaire, et elle est définie par, des arrêtés tarifaires, qui ont été publiés au Journal officiel. Les textes ont été très prescriptifs pour la CNEDIMS en termes de choix de comparateurs. Donc ce que disent les textes, c'est que s'il y a aucune activité de télésurveillance inscrite dans l'indication revendiquée, la commission prend pour comparateur le suivi médical conventionnel. En revanche, ce qu'ont prévu les textes, c'est que s'il y a, des dispositifs médicaux de télésurveillance déjà inscrits sur la LATM, la CNEDIMS doit, dans son avis, comparer le nouveau dispositif proposé à chacune des activités de télésurveillance inscrites ou, en cas d'impossibilité, par rapport à la dernière activité inscrite. Donc on voit que c'est un raisonnement par indication, avec voilà, des textes qui ne laissent pas de liberté, en théorie à la CNEDIMS pour le choix des comparateurs. Après il y aura une réalité, on verra comment au fil des évaluations, puisqu'on en est qu'au début et il y a encore eu, très peu, de dispositifs évalués et encore moins de dispositifs évalués avec, des activités de télésurveillance déjà inscrites, mais ça va venir très rapidement. Et ce que disent également les textes, c'est que l'inscription n'est possible que si l'intérêt reconnu par la CNEDIMS est supérieur à celui, du suivi conventionnel ou s'il est équivalent ou supérieur à celui d'une activité de télésurveillance déjà inscrite. Par ailleurs, dans le contenu de l'avis, la CNEDIMS doit proposer un référentiel, pour tout avis favorable et ce référentiel doit couvrir les 4 briques, qui sont sur cette planche. Donc elle doit, décrire, le dispositif médical numérique et définir les accessoires de collecte indispensables à l'utilisation de cette technologie, formuler et définir les exigences minimales applicables à l'opérateur. Donc c'est, la qualification des professionnels impliqués dans cette, télésurveillance, le schéma organisationnel, qui doit être mis en place, éventuellement faire des recommandations sur les modalités de suivi dans le cadre de cette télésurveillance médicale, définir le rôle de chaque intervenant, l'accompagnement thérapeutique, s'il y a accompagnement thérapeutique dans le cadre de cette télésurveillance et préciser les dispositions qui doivent être mises en place pour assurer, dit le texte, qualité et continuité des soins. Elle peut émettre également des recommandations sur les volets de prescription, donc typiquement la durée, les conditions de renouvellement et cetera, les conditions d'utilisation, de distribution et la durée de suivi du patient et
on l'a pas vu sur les premiers avis parce que le sujet n'est pas encore tout à fait mûr, sur le 4e volet. Elle doit proposer, s'ils existent, dit le texte, des indicateurs individualisés ou nationaux d'utilisation en vie réelle de l'activité de télésurveillance médicale. Donc pour l'instant, on est en phase de travail pour, déterminer en fait quelle typologie d'indicateurs serait pertinent. Donc, si vous avez consulté, certains avis de la CNEDIM sur le volet, télésurveillance médicale, la CNIMS n'a pas proposé d'indicateur parce que le sujet n'est pas encore mûr sur ce qui va être fait en fait de ces indicateurs et donc elle veut s'assurer que, elle a les indicateurs qu'elle proposera, du coup seront sur la bonne typologie pour les proposer. Donc, voilà, c'est un sujet qu'on est en train de travailler avec, l'assurance maladie, le ministère notamment, et d'autres acteurs et ensuite on construira ces indicateurs avec les patients, avec les professionnels. Donc on aura un travail de construction sur ce volet complètement nouveau qui sont les indicateurs individualisés d'utilisation en vie réelle, mais également les indicateurs nationaux, comme prévu par les textes. Donc ça veut dire que ce référentiel et les avis de la CNEDIM sont doivent être très étoffés et doivent contenir tous les éléments de ce référentiel qui est prévu par les textes en cas d'avis favorable et ça veut dire aussi que dans le dossier déposé, on demande à l'industriel, de faire une proposition sur ces différentes briques que doit contenir l'avis, au final. Alors, une question, heu, une question clé et c'est bien l'objectif de notre échange, c'est comment arriver à constituer un bon dossier. Alors, en fait, un dossier ne doit pas forcément être très dense, il doit surtout être clair, synthétique, argumenté et à un point non négligeable cohérent. Et j'insiste sur ce volet-là, c'est-à-dire que, l'industriel, il est absolument important qu'il apporte les données, les arguments en lien avec l'argumentaire, du dossier déposé et qu'il explique les choses, clairement aux membres de la CNEDIMS qui vont lire ce dossier et prendre position sur la technologie. Et pour moi, et c'est bien l'objet du titre de ma diapositive, c'est à partir du moment où l'industriel arrive à ce résultat, donc clarté, synthèse, argumentaire et cohérence, en fait les conditions sont bien réunies pour une issue favorable. On a, un certain nombre de documents qui sont à disposition des demandeurs, sur notre site. Classiquement, les guides de dépôt de dossier, également les matrices qui correspondent au squelette, du dossier, prêt à l'emploi pour le demandeur. Le dossier doit être rédigé en français et il comporte, toutes les parties nécessaires, pour l'instruction du dossier. Donc à la fois la partie, qui nous concerne, nous HAS, et la partie spécifiquement dédiée au ministre. Donc tout ça est disponible sur notre page web. On vient de faire juste une petite actualisation, de ces documents, pour, coller mieux au texte puisque du coup la première version des guides de dépôt, on les avait anticipés par rapport à la parution des textes et on s'est aperçu qu'il y avait sur certaines parties un décalage. On a aussi réajusté le plan pour que ce soit plus simple pour les demandeurs. Donc j'espère que ces versions seront bien utile et cette mise à jour bien utile pour les industriels et pour vous tous. J'enchaîne cette présentation après vous avoir planté le décor sur le contexte et j'imagine que sur cette partie-là, il y avait, des redondances par rapport à ce que vous connaissez déjà, mais c'est toujours bon de rappeler les grands principes pour ouvrir du coup sur un des axes qu'on a souhaité pour ce webinaire, qui est, les possibilités d'accompagnement par la HAS. L'accompagnement par la HAS, il est possible dans un cadre limité, donc ça ne peut pas être, du conseil et nous ne sommes pas des consultants. Mais en revanche, nous échangeons, bien volontiers pour partager notre expérience, de l'évaluation et aussi, notre lecture des textes, et c'est très souvent le cas dans les questions qui nous sont adressées. Ces échanges, en fait, ils sont possibles en amont d'un dépôt de dossier. Donc une fois que le dossier est déposé, ce n'est plus de l'accompagnement. C'est-à-dire que le dossier peut donner lieu à des suspensions, mais c'est pas ce qu'on appelle de l'accompagnement. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous arriviez avec un dossier, le plus clair, et plus logique possible. Donc ce qu'on a mis en place au fil des années, et notamment, pour ma part, lorsque j'étais au service d'évaluation des dispositifs médicaux, donc il y a plusieurs années, 2 types d'accompagnement. Les rencontres précoces, dont l'objectif est de discuter d'un projet d'étude clinique, qui est
qui est proposé et également un peu plus tard, normalement dans la séquence, des rendez-vous pré-dépôt, plutôt sur des questions pratico-pratiques, que vous vous posez, au moment de la constitution de votre dossier ou de la construction de vos arguments. Ces accompagnements sont tout à fait facultatifs, donc c'est sur, initiative des industriels et pour l'instant, on a réussi à maintenir que ces rencontres soient, gratuites et le principe, c'est qu'elles sont confidentielles et qu'elles ne vous engagent pas. En fait, nous, je vous l'ai dit, en fait, on partage volontiers notre expérience et notre expertise, mais la stratégie, c'est vous qui la faites, c'est pas nous, et donc c'est gratuit, confidentiel et ça ne vous engage pas. Donc pour l'instant et j'ai repris les chiffres de nos rapports d'activité. Vous voyez que cette activité, on arrive à la gérer. En 2022, il y a eu, 15, rencontres, précoces dénombrées. En termes de rendez-vous pré-dépôt, 11 rendez-vous, réalisés, donc selon les années, ça fluctue. Mais, du coup, c'est une activité qu'on arrive à gérer. Alors la demande nous est parvenue et on juge de la pertinence de l'échange et c'est pas qu'on veut pas, rencontrer tous les industriels, mais on ne les rencontre que si on pense apporter quelque chose. Donc il y a un peu plus de demandes qui nous parviennent et celles qu'on refuse, c'est simplement parce que soit elles sont hors scope de notre évaluation, soit parce que l'industriel finalement n'a pas de questions à nous adresser et que l'échange ne serait pas bah, pas concluant ou, pour les rencontres précoces, qu'il y a pas encore de protocole en tant que tel, disponible. Mais, dans l'absolu, on accepte tous les rendez-vous qui nous sont adressés dès lors qu'on pense qu'il y a une pertinence. Donc on est très peu sélectif et il y a pas de sélection, notamment sur le potentiel innovant. C'est surtout l'apport qu'on peut, enfin les éléments qu'on peut apporter, à l'industriel qui nous conduisent à accepter ou à refuser très occasionnellement certains rendez-vous. Alors je suis désolée, je n'arrive pas à régler mon problème de contre-jour, mais j'espère que vous m'entendez bien, même si vous n'arrivez pas à me voir. Alors, plus en détail, les grands principes de ces 2 types d'accompagnement. Je commence par les rencontres précoces. Ces rencontres précoces, la base, c'est qu'un projet d'étude clinique soit établi par l'industriel et c'est vraiment ce qui distingue notre activité d'accompagnement, d'une consultation scientifique, ou d'un conseil. Heu, on échange, sur les besoins en termes d'évaluation et tout peut être abordé, tous les volets de l'étude prévue peuvent être abordés, qu'il s'agisse des critères d'évaluation, de la stratégie de référence, de la durée de suivi. Vraiment, il y a une richesse en général des échanges qui sont et une variété des thématiques qui sont abordées, selon le contexte, qui est concerné par l'étude prévue. Alors, une question qui nous est souvent adressée, c'est à quel moment? Donc il faut que le protocole ou au moins le synopsis très détaillé soit disponible. En fait, simplement parce qu'il faut qu'on ait de la matière et un peu de détails sur l'étude qui est prévue. Donc un synopsis léger, est en général, pas très opérationnel pour discuter, de sa pertinence puisque du coup il y a un certain nombre d'éléments qui vont échapper à l'échange. Mais donc on demande en général un synopsis bien détaillé et idéalement un projet de protocole. Il faut que l'étude n'ait pas démarré, sinon l'échange ne sert à rien. Et même moi, le conseil que je donne, c'est souvent de le faire le plus tôt possible et idéalement en amont du marquage CE pour optimiser le programme de développement clinique. En fait, souvent les industriels considèrent que l'évaluation pour le remboursement peut être une montagne, simplement parce que ça n'a pas été anticipé. Donc le conseil que je donne, c'est d'anticiper, les études qui seront nécessaires le plus tôt possible. Si ces études peuvent même servir à soutenir le marquage CE, pourquoi pas? Et c'est pour ça que je conseille, que l'échange ait lieu en amont du marquage CE, parce que c'est pas au moment où on s'apprête à diffuser sa technologie, s'il y a une question de remboursement, qui peut être un vrai levier, pour la diffusion d'une technologie, c'est pas le bon moment pour se poser la question de quelle étude je dois mettre en place, c'est plutôt bien avant, que ce serait pertinent pour ne pas perdre de temps. Donc des questions très pratico-pratiques. On a une plateforme, de dépôt pour ces rencontres précoces. Donc l'industriel envoie sa demande via notre plateforme, Sésame.
selon un formulaire standardisé qui est très simple. L'objectif de ce formulaire, c'est qu'on ait des informations essentielles qui nous permettent de comprendre, par exemple, ce qu'est la technologie, quelles sont ses fonctionnalités, quelle est l'indication visée, et également quelles questions vous avez identifiées et vous souhaitez discuter. Le projet de protocole fait partie des documents à déposer dans la plateforme Sésame au moment de la demande de rendez-vous. Sur la base de ces éléments-là, on organise le rendez-vous qui a lieu avec les services de la HAS. Donc, si c'est du numérique, avec, la mission numérique en santé, éventuellement, sur certains sujets et notamment tout ce qui est à visée, thérapeutique qui va rejoindre in fine la LPPR, avec, mes collègues du service d'évaluation des dispositifs médicaux. Nous impliquons, la plupart du temps un expert méthodologiste. Si on ne fait pas venir un expert méthodologiste, c'est qu'on pense qu'il y a un échange préliminaire avec les services, qui peut être nécessaire et qu'on a les éléments pour vous aiguiller. Mais le plus souvent, un expert méthodologiste nous accompagne. On échange en premier lieu sur les questions posées par l'industriel dans la fiche qui nous a été adressée, éventuellement des questions nouvelles qu'il aurait au moment du rendez-vous. Donc c'est un échange tout à fait ouvert. Et c'est souvent l'occasion, et c'est pour ça que je le souligne, d'identifier des questions qui n'ont pas été anticipées par l'industriel. Je reviens sur la notion de caractère non opposable de ces échanges, sur leur stricte confidentialité. Donc à aucun moment, nous, service, HAS, nous ne partagerons, avec les membres de la CNEDIM sur les points de discussion. C'est-à-dire qu'au moment où vous déposerez votre dossier, les éléments qu'on aura discutés, lors de la rencontre précoce ne viendront pas sur la table. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suivi nos préconisations, les membres ne le sauront pas. Les membres jugeront de l'étude que vous aurez apportée, de manière avec un œil neuf, sans tenir compte de ce que, nous, par exemple, nous vous aurions préconisé si vous n'avez pas suivi, nos conseils. Donc c'est gratuit, je l'ai dit. Ce qu'on demande, aux demandeurs, c'est de nous adresser rapidement après le rendez-vous pour que ce soit frais dans les esprits de tout le monde, un compte rendu qui n'est pas, qui ne correspond pas aux minutes, mais vraiment à une brève synthèse des principaux points de discussion. Ça nous permet de savoir si de vérifier qu'il n'y a pas eu de mauvaise interprétation de ce qu'on s'est dit. C'est le seul objectif. Encore une fois, ce ne sera pas utilisé, dans le cadre de l'instruction, après, mais c'est vraiment pour vérifier qu'il n'y a pas eu de mauvaise interprétation de ce qu'on s'est dit. C'est le seul objectif. Rendez-vous pré-dépôt. Donc là, on est plutôt sur les côtés pratico-pratiques. Je me pose des questions, le choix du comparateur, les données, que je dois mettre dans mon dossier, donc le contenu du dossier de manière générale, éventuellement discuter, des critères d'éligibilité et de décoder, la façon dont la commission peut raisonner, ça peut être un sujet. Donc rendez-vous pré-dépôt, c'est beaucoup plus léger puisqu'on n'est pas, là sur une analyse méthodologique. Alors, le process, parce que quelquefois ça donne lieu à des réponses par mail parce que les questions sont simples. C'est que la demande est adressée, par mail à une boîte contact, dédiée qui s'appelle prédépôt, .dmn, qui est commune qui est partagée entre mon service et celui de l'évaluation des dispositifs médicaux. Si c'est simple, en fait, on répond directement aux questions par mail. En revanche, si on pense qu'il y a une opportunité de discuter des points, et des questions adressées par l'entreprise, eh bien, on organise bien volontiers un rendez-vous, donc avec les services concernés. Là encore, en fait, on répond aux questions qui nous ont été adressées a priori, mais aussi aux questions nouvelles que l'industriel, au moment du rendez-vous, au moment de l'échange, se pose, et c'est souvent l'occasion d'aborder des points qui n'auraient pas été anticipés. Caractère non opposable de la même façon, confidentiel et gratuit, et là, c'est très informel, il n'y a pas de compte rendu. Donc ce sont des rendez-vous, on se donne 1 heure en général pour l'échange, et c'est très informel, mais voilà, on partage ce que l'on sait du raisonnement de la CNEDIMS, et ça peut être utile à certains industriels. Alors en termes d'organisation, pour tous les points d'échange en dehors du coup de l'accompagnement, que je viens d'évoquer, il y a une boîte contact dédiée pour, toute l'activité du guichet numérique que je vous ai mis sur cette planche, si ça peut vous être utile, et je vous ai également mis, sur cette page, l'accès à la page web pour que vous puissiez accéder à tous les documents qu'on a mis en ligne,
sur notre site concernant cette activité de guichet numérique. Et l'objectif de ce webinaire, c'était avant tout de répondre à vos questions maintenant que ce ce contexte et le paysage de l'accompagnement, vous a été rappelé. Donc je suis vraiment à votre disposition pour échanger sur toutes les questions que vous avez à m'adresser. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Un grand merci Corinne. Il y a, je ne sais pas si vous voyez dans l'onglet chat. Je viens d'ouvrir le chat. Ok, donc il y a un certain nombre de questions qui sont apparues au fur et à mesure de votre présentation. Peut-être je vous laisse en prendre connaissance et peut-être y répondre au fil des questions qui ont été posées. Très bien. Donc, je vois une question qui notamment est sur l'articulation entre un forfait innovation et une PECAN. Donc, est-il possible de bénéficier d'un forfait innovation puis d'une PECAN pour un DMN à visée thérapeutique? En fait, le forfait innovation, et c'est un de ses gros avantages, c'est que il est calibré pour aller jusqu'au droit commun. Donc, en fait, la PECAN, elle n'est pas utile dans le cas d'un forfait innovation, puisque la durée du forfait innovation va tenir compte de la durée de l'étude. Donc, c'est un peu du sur-mesure, contrairement aux autres modes dérogatoires. Donc, selon la durée de l'étude, le forfait va être adapté, sa durée, pour permettre la réalisation de l'étude, la collecte des résultats et la production du rapport d'étude. Et le temps de l'évaluation est également pris en compte dans la durée du forfait innovation. Ce qui veut dire que si tout se passe bien, normalement, on va jusqu'au droit commun à partir du moment où le forfait innovation démarre. En revanche, il peut y avoir des situations, de nouvelles indications et du coup, dans d'autres indications que celles du forfait innovation, ça me semble tout à fait possible d'aller vers une prise en charge, anticipée, par exemple. Mais pas dans la même indication que le forfait innovation. Alors, je déroule. Combien de forfaits innovation ont été accordés, tous domaines confondus, en santé numérique depuis 3 ans? Alors, très peu. J'ai pas les chiffres en tête, mais on a un tableau de bord qui est produit trimestriellement, qui vous permet d'avoir accès à ces chiffres. Donc je vous dirais des âneries, mais il y en a très peu parce qu'il y a très peu de demandes, hein. C'est pas que c'est pas que la HAS, les refuse, en fait, c'est qu'il y a très peu d'industriels qui s'engagent vers le forfait innovation et de mon point de vue, c'est très dommage. C'est une thématique que j'ai voilà, c'est une prise en charge dérogatoire que j'ai portée. Il y a eu une vraie volonté d'adaptation des textes parce que dans les premières versions, le forfait innovation était totalement non opérationnel. Mais dans la version qui est en vigueur, en fait, toutes les étapes sont cadrées. Alors c'est vrai que les critères d'éligibilité sont assez élitistes, mais l'industriel peut auto-évaluer ses chances en fait de conformité aux critères d'éligibilité et c'est potentiellement un vrai levier qui est méconnu ou qui a mauvaise presse alors que c'est un vrai bel atout pour les technologies qui répondent aux critères d'éligibilité. Donc je vais être très mauvaise, je n'ai pas les chiffres, du forfait innovation simplement parce que c'est une activité qui n'est pas pilotée par la mission numérique en santé, donc j'ai pas les derniers chiffres et je vous renvoie vers le tableau de bord qui est mis à jour, trimestriellement. Si j'arrive, en parlant, à capter la page web, où vous pouvez le trouver, je le ferai, mais sinon ça se trouve assez facilement, dans les tableaux de bord au rapport d'activité de la HAS. Alors d'après la slide sur les voies dédiées de remboursement, PECT ne concerne pas les DMN. Or, sur le site de la ANS, on trouve bien PECT dans les parcours proposés. Il semble donc y avoir une incohérence. Alors, le champ des DMN est un champ très riche. Donc, dans PECAN, il y a visée thérapeutique ou télésurveillance médicale. J'ai pas d'exemple de technologie en tête, mais on peut imaginer qu'il y a un dispositif médical numérique de compensation du handicap qui n'entrerait de fait pas dans PECAN puisque c'est ni à visée thérapeutique ni télésurveillance et qui relèverait d'une PECT. Donc on ne peut pas exclure en fait que la PECT puisse intégrer ou permettre la prise en charge dérogatoire de dispositifs médicaux numériques. On n'a pas encore eu de demande pour des dispositifs médicaux dans PECT, mais tout ce qui n'est pas dans le champ de la PECAN
potentiellement pourrait se retrouver dans PECT, dans le cadre des critères d'éligibilité de la PECT. Donc non, il n'y a pas d'incohérence, mais c'est vrai que c'est pas très lisible parce qu'on a une voie dédiée aux dispositifs médicaux numériques qui a été ouverte par la PECAN, mais qui ne couvre pas tout le champ des dispositifs médicaux numériques. Donc je suis désolée de ce jargon, hein, mais c'est les textes en fait qui ont construit ces silos. Donc je vous confirme que pour PECT, il n'est pas tout à fait exclu qu'on puisse voir des prises en charge de dispositifs médicaux numériques, alors que le législateur a voulu construire une voie dédiée, mais qui n'est ouverte que pour 2 catégories de technologies. Pourriez-vous redéfinir ce qu'est un DMN à visée thérapeutique? Je me suis connectée un peu en retard. Alors, ma définition du DMN à visée thérapeutique, d'après les textes, c'est que la fonction, elle est portée principalement par une fonction logicielle et que c'est une technologie qui traite. Donc, je vais dire n'importe quoi, mais une application qui va permettre de traiter des céphalées ou de soulager la douleur, pour moi, est un dispositif médical numérique à visée thérapeutique, mais le champ des applicatifs est tellement large que je ne peux pas être exhaustive, mais au travers de ces 2 exemples, vous pouvez, voir ce que j'imagine être un dispositif médical numérique à visée thérapeutique. Mais je pense qu'il y a une richesse de technologie qui fait qu'il y a des variétés de technologies, mais retenez fonction principale portée par le logiciel et ça traite. Dans le cas d'un avis favorable, le référentiel formulé par la HAS sera forcément spécifique de la solution évaluée. Donc, quel sera l'objectif et l'utilisation de ce référentiel? Donc ce référentiel, il couvre, différents volets, les conditions de prescription, les conditions d'utilisation. Finalement, ça couvre à la fois les conditions de prise en charge, donc ce qui va être couvert par la prise en charge. Et je pense notamment au sujet des accessoires de collecte indispensables à l'évaluation. Donc ça, c'est important si, le dispositif médical numérique ne peut pas fonctionner sans ces accessoires de collecte. Par exemple, je sais pas, un oxymètre de pouls, pour la surveillance, de la saturation, à domicile. Et bien, en fait, du coup, si c'est indispensable, il faut que la CNEDIMS le définisse parce que ça va être pris en compte dans la tarification. Hem, donc les conditions de prescription, et d'utilisation, donc ça va conditionner, l'organisation des soins et la diffusion de la télésurveillance en France. Donc vous pouvez regarder sur les premiers avis, il y a des référentiels, génériques, donc qui s'appliquent à plusieurs technologies qui ont été produits, mais il y a aussi, dans le cas des demandes d'inscription sous nom de marque, des référentiels qui ont été produits, produit par produit. Alors il est possible également pour les noms de marque, qu'il y ait un socle commun, hein, dans tous les référentiels parce que le rôle des intervenants, peut se retrouver, peut être commun d'une technologie à l'autre. Mais la CNEDIM devra anticiper les particularités de chaque dispositif médical pour proposer ce référentiel. Donc, pour l'instant, on a très peu de recul, mais voilà, vous pouvez, consulter les avis pour voir ce qui est retrouvé dans le référentiel et les particularités qui sont travaillées. Voilà, moi je constate qu'il y a quand même un socle commun, sur un certain nombre de référentiels, mais avec des particularités, notamment sur, la durée d'utilisation possible d'une télésurveillance, le rythme de renouvellement qui dépend complètement de la pathologie et de ce qu'on attend de la télésurveillance médicale. Pour les indicateurs, c'est l'industriel qui devra les produire? Bah, ça, c'est une bonne question. C'est un sujet qui est sur la table. Je vous disais que le sujet n'était pas mûr parce que pour l'instant, on ne sait pas en fait quel sera le processus, de production et d'exploitation des résultats sur les indicateurs que la CNIMS devra proposer. Donc c'est pour ça que la CNIMS n'en a pas proposé parce que tout ce terrain-là n'est pas défriché, mais c'est en cours de travail, par la HAS et nous interagissons depuis quelques mois avec, l'assurance maladie et le ministère notamment sur ces questions et pour l'instant, on ne sait pas qui devra produire les résultats sur les indicateurs qui seront proposés. Donc je n'ai pas de réponse à votre question, mais c'est sur la table. A-t-on la même approche de ligne générique pour les DMN à visée thérapeutique? Hem
En fait, les DMN donc pour la télésurveillance médicale, on a 2 modes d'inscription et je pense que votre question vient de là, ligne générique ou nom de marque. Pour la pour les dispositifs médicaux à visée thérapeutique, donc le cadre pérenne, c'est la liste des produits et prestations remboursables et donc oui, en fait, également sur cette liste des produits et prestations remboursables, il y a ces 2 modes d'inscription. Alors ça s'appelle pas dans les textes lignes génériques, ça s'appelle description générique, mais c'est bien une ligne qui correspond, et qui définit un ensemble de produits qui se ressemblent par des spécifications techniques minimales qui sont définies, par arrêté ministre. Alors, le plus souvent sur proposition de la CNEDIMS et dans le cadre de la création d'une ligne générique, il y a tout un process en fait, à partir d'une annonce, de la décision ministre qui se traduit par la publication d'un projet d'avis au journal officiel. Il y a une séquence contradictoire et un avis CNEDIMS qui permet de définir notamment les caractéristiques techniques de la ligne générique. Donc oui, pour les DM à visée thérapeutique, il y a également cette, possibilité d'inscription sous ligne générique à côté du nom de marque et ça existe depuis des années et ça a été reproduit, sur la liste des activités de télésurveillance médicale avec des petites particularités, mais c'est le même esprit et dans les 2 cas, il n'y a pas d'évaluation dès lors que c'est une ligne générique. Il n'y a pas d'évaluation par la CNEDIMS de l'intérêt de chaque produit ou de la conformité du produit aux spécifications techniques d'une ligne générique. Donc c'est un tout autre process et nous, AGS, on n'est pas impliqués là-dedans. Quel est le délai entre la demande via Sésame et un rendez-vous proposé par la HAS? Donc ça, c'est pour les demandes d'accompagnement, pour les rencontres précoces. On essaie d'organiser les rendez-vous dans un délai de 1 mois. Alors après, tout dépend de vos contraintes, d'agenda et du coup le rendez-vous peut être proposé, à plus longue échéance, mais c'est souvent des questions de contraintes et de disponibilité de la part de l'industriel, mais on essaie de proposer un rendez-vous dans un délai d'1 mois qui suit la demande. Y a-t-il un nombre limité de rencontres que l'industriel peut solliciter? Donc je disais en fait, l'accompagnement qu'on propose, c'est gratuit. On a forcément des ressources contraintes. Donc la règle et vous le retrouverez dans les notices pour les rendez-vous, qui sont possibles. La règle, c'est qu'on octroie qu'un rendez-vous, pour une technologie donnée. Donc c'est à vous de choisir le moment où vous demandez le rendez-vous. C'est à vous de rassembler vos questions et de vous préparer le mieux à cet échange pour ne pas avoir besoin de le répliquer. Sur des situations extrêmement compliquées, on peut, de façon dérogatoire, accorder un deuxième rendez-vous, mais c'est extrêmement rare et il faut vraiment, voilà, faut vraiment qu'on ait, matière à discussion. En fait, il faut surtout pas, considérer, utiliser ces rendez-vous pour faire de la pêche à la ligne sur, différentes stratégies. Donc à vous de définir votre stratégie, éventuellement les questions et les hésitations que vous avez et pour vous préparer à ce rendez-vous, mais on ne peut malheureusement pas multiplier les rendez-vous parce que vous l'aurez compris, nos ressources sont limitées et voilà, comme c'est gratuit, on fait forcément avec les moyens dont on dispose. Mais ça veut dire aussi que ce sont les équipes qui instruisent les dossiers, qui participent à ces rendez-vous, donc c'est très concret en général dans l'approche et c'est un gros avantage. Alors, quel est le process pour discuter d'une revue des tarifs de remboursement de télésurveillance en fonction des profils des patients? Alors, je ne lis pas jusqu'à la fin de la question parce que, du coup, je ne peux pas répondre à cette question vu que l'HAS n'est pas impliquée dans la tarification. On fait vraiment l'évaluation. Pour toutes les questions de tarification, je vous invite à vous adresser au ministère parce que vraiment, nous, on n'est pas du tout impliqués dans ce volet-là. Alors, une entreprise étrangère peut-elle déposer un dossier péquant ou faut-il qu'elle ait une présence juridique en France? Alors, il faut qu'il y ait un mandataire en France. Voilà, mais oui, c'est possible et il faut un mandataire. Peut-on envisager un rendez-vous pré-dépôt au moment d'envisager l'étude pivot avant de déposer un protocole pour être sûr que le design envisagé répondra aux attentes? En fait, je comprends pas la question parce que, du coup, si c'est pour discuter de l'étude pivot, c'est plutôt une rencontre précoce.
Donc peut-être, madame Mendes, pouvez-vous préciser, à la suite votre question, puis j'essaierai d'y répondre un peu plus tard. Enfin, la question sur, voilà, sur le moment de, enfin l'opportunité d'un pré-dépôt, qui viserait à discuter de l'étude pivot, je suis pas sûre de la comprendre. Pour moi, c'est plutôt une rencontre précoce. Alors, le taux de succès est intéressant aussi pour le forfait innovation. Ah bah, vous aurez tous les chiffres, sur les tableaux de bord de la CNEDIMS. De tête, j'espère ne pas me tromper, c'est 1 sur 2. Mais vérifiez les chiffres sur nos tableaux de bord. Comment évaluer nos critères d'éligibilité? Alors, pour les différents, je ne sais pas sur quel, c'est Arthur Messonnier qui a posé cette question: «Comment évaluer nos critères d'éligibilité?» Les critères d'éligibilité selon les processus sont différents, donc ils sont complètement explicites. Donc à vous de voir en fait la stabilité de votre argument. J'ai insisté, hein, sur la cohérence du dossier, mais par exemple, quand on revendique, un intérêt clinique, ben, ça veut dire qu'il faut apporter des éléments, qui permettent de démontrer l'intérêt clinique et du coup, ne revendiquez pas un intérêt clinique si vous apportez des données, organisationnelles. Enfin voilà, c'est ça les questions de cohérence. Il y a une question aussi d'indication. Si vous avez des données, qui, concernent une indication, peut-être qu'elles vont guider, votre définition de l'indication que vous revendiquez. Si vous revendiquez une indication un peu plus large, expliquez en quoi les résultats des études que vous avez peuvent être extrapolés à d'autres situations que celles qui font l'objet, des études. Et donc pour apprécier ses chances de succès, c'est ça, c'est-à-dire qu'ayez un œil critique sur vos arguments pour essayer de les améliorer et à mon avis, c'est ça les chances de succès. Après, les critères sont plus ou moins élitistes, hein. Forfait innovation, il y a des critères très cadrés, et très élitistes. Sur le potentiel d'innovation, l'appréciation de la présomption d'innovation à la fois dans prise en charge, transitoire et prise en charge anticipée. On voit que c'est assez souple, c'est une appréciation cas par cas, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une base et que les premières données, permettent d'objectiver ce qui est revendiqué par l'industriel. Alors il n'y a pas encore, parce que c'est trop tôt, de principe d'évaluation pour la prise en charge, anticipée, mais ça viendra. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura eu, un peu de recul sur ce nouveau processus, comme pour les autres, la CNEDIMS en fait explicitera la façon dont elle raisonne à partir des critères, aussi sur la prise en charge anticipée. Mais voilà, là pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour produire ces principes d'évaluation qui sont une vraie clé, hein, pour les autres processus, d'évaluation de la CNEDIMS pour comprendre comment, à partir des critères réglementaires, la commission raisonne. En dehors de la prise en charge en droit commun, on ne peut pas demander un forfait innovation, est-ce bien ça? Forfait innovation, normalement, c'est avant le droit commun et du coup, ça vise à aller jusqu'au droit commun et donc ça permet la prise en charge de la technologie pendant, tout en permettant la réalisation, la mise en œuvre de l'étude pivot qui va permettre de soutenir le droit commun. J'espère que j'ai bien compris la question, mais sinon, n'hésitez pas à me dire si, voilà, si j'ai mal compris, à reposer une question. Je crois que j'arrive au bout des questions. Ah, Sophie Mendes, vous avez précisé. Alors, au moment de la réflexion sur le design de l'étude, aucun synopsis de protocole détaillé n'est disponible. Alors, au moment de la réflexion sur le design, aucun synopsis de protocole détaillé n'est disponible. Existe-t-il un type de rencontre pour discuter des grandes lignes du protocole envisagé? Ah, vous voulez dire un échange qui serait avant, de construire, le synopsis. Bah, ça, ce serait plutôt une activité de conseil, donc je pense qu'on peut pas se le permettre. Donc nous, on est à l'étape d'après, mais pour construire ça, en fait, la clé, je dirais, c'est la réalisation d'un comité scientifique avec des experts de la pathologie et idéalement un expert méthodologiste. Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas d'organisation, en place entre rien et une rencontre précoce pour nous accompagner sur les dossiers process. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont
sur notre site d'information. On fait des webinaires et le webinaire d'aujourd'hui, même s'il n'est pas dédié à discuter d'un cas particulier, ça fait partie de l'accompagnement pour décoder les critères, expliquer comment ça fonctionne. Et après non, c'est effectivement la limite entre l'accompagnement qu'on peut proposer et les choix et la stratégie. Et pour construire ça, il y a des consultants qui peuvent vous aider, mais c'est très honnêtement pas notre rôle, on peut pas se le permettre. Voilà, je vous le disais, hein, c'est une réalité, mais c'est aussi, la place d'autres acteurs. On n'est pas là pour construire une stratégie, c'est-à-dire qu'on serait juge et partie, et c'est pour ça que c'est pas notre rôle, en fait, de vous accompagner pas à pas, mais en revanche, voilà, à des moments, clés, pour vous, on est là et on peut répondre. Alors on reçoit aussi, et je vous ai mis l'adresse de la boîte contact guichet numérique. Vous pouvez, si vous avez une question, vous êtes bloqué, vous pouvez toujours, nous solliciter et si on peut vous répondre, si on peut vous apporter des éléments, on répond. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se voir, mais si on peut vous mettre sur des rails parce que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'une information, on peut aussi le faire. De manière générale, en cas de refus de prise en charge, l'industriel peut-il demander une réévaluation de sa demande ou cette décision est-elle définitive? Hem, du coup, l'industriel, de manière générale, quand, dans le droit commun, il a un refus, il peut tout à fait redéposer et ça à tout moment. Pour la prise en charge anticipée, les conditions de redépôt sont définies par les textes. Globalement, l'idée c'est, de dire, enfin, en tout cas, le législateur a écrit les choses, c'est la formulation, elle est pas forcément très limpide. Hem Mais l'industriel peut redéposer dans le cadre de la prise en charge anticipée s'il a eu un refus, dans la même indication, si le motif de son refus n'est pas, sur, le fait que les études en cours ne permettront pas de répondre. Voilà, donc relisez bien les textes, mais il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que pour la prise en charge anticipée, les conditions de redépôt ne sont pas ouvertes, et dépendent du motif pour lequel la commission a refusé. L'objectif, c'est d'éviter, les dépôts itératifs avec des demandes, de même type. Mais dans l'absolu, c'est possible. Mais voilà, il y a juste une condition un peu fermée pour la prise en charge anticipée, pour éviter des demandes itératives sur le même scénario. La télésurveillance assistée est-elle bien considérée par la HAS comme une activité de télésurveillance en tant que telle? Télésurveillance assistée, en fait, ce serait quoi? C'est un infirmier qui, renseigne un questionnaire pour le patient à domicile. Est-ce que c'est ça? Ce serait quoi? OK. En fait, la télésurveillance médicale, c'est une du coup, c'est le fait de mettre en relation le patient à son domicile avec un opérateur professionnel, qui a une composante, médicale. Donc la pertinence de la télésurveillance médicale assistée comme vous le dites, en fait, à partir de données qui sont renseignées non pas, uniquement par le patient, mais par un soignant à domicile, ça peut être de la télésurveillance médicale et la commission, elle jugera de l'intérêt de ce mode de surveillance en fonction du contexte, voilà. Mais dans l'absolu, oui, en fait, la télésurveillance médicale, c'est le volet, à l'autre bout, en fait, c'est ce qui n'est pas au domicile. Donc c'est ce qui compte, c'est que ce soit des professionnels, médicaux qui assurent le suivi à l'autre bout de la ligne, que les informations soient remplies par le patient, par, des aidants non professionnels ou des aidants professionnels. Donc, après, en fonction du scénario, la commission jugera de l'intérêt de cette organisation par rapport au suivi conventionnel, par exemple. Avec des alertes générées par le DM. Oui, mais du coup, qu'il y ait alerte ou pas, en fait, l'idée, c'est que les informations qui sont recueillies au domicile du patient, quelle que soit la personne, qui renseigne ces informations, sont transmises avec
du coup des filtres professionnels et des alertes qui sont paramétrables ou pas en fonction des technologies. Donc ma réponse en fait s'adapte avec la préparation, la précision que vous avez apportée. Après c'est une question de pertinence de l'organisation, pas d'avis a priori, mais c'est bien la télésurveillance médicale dès lors qu'au bout de la ligne, côté à l'hôpital par exemple, c'est bien une équipe médicale qui interprète, et qui prend connaissance des alertes ou des données qui sont renseignées. Je ne vois plus de questions. Corinne, moi j'aurais besoin d'une précision sur la question a-t-on la même approche de ligne générique pour les DMN à visée thérapeutique? Parce que vous nous avez indiqué que dans Pécan, on s'était donné 6 mois de plus pour avoir un passage CEPS sur une négociation. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir le même système, c'est-à-dire sur des lignes génériques établies avec une tarification populationnelle comme on l'a dans la télésurveillance? Avec un cadre laissant passer l'innovation par comment dirais-je, une capacité à sortir un certain nombre de systèmes lorsqu'il y a des nouveaux systèmes qui apparaissent. Là-dessus, est-ce que vous pouvez préciser? J'ai pas, en fait, il doit me manquer un point de compréhension sur comment ça va sortir dans le droit commun les pécans DTX en l'occurrence. Oui. Si vous pensez qu'à un moment donné, la diversité va apporter la nécessité de lignes génériques. Est-ce que vous pouvez préciser parce que j'ai pas tout compris là. Alors, je pense que vous faites référence à ce qui a été introduit par la loi pour la télésurveillance médicale avec le principe de quand il y en a un qui a montré sa supériorité, finalement c'est le principe de radiation des autres C'est qui a ça, été inscrit exactement. dans la loi par la télésurveillance médicale. On n'a pas l'équivalent. Ouais, en fait, c'est quelque chose qui a été introduit par la loi, mais qui n'existe pas pour les produits de santé. Donc, c'est un modèle qui a été introduit uniquement pour la télésurveillance médicale. Okay. Pour les technologies à visée thérapeutique. Donc, le point de chute, vous l'aurez compris, c'est une inscription LPPR. Et du coup, cette inscription LPPR, elle est du coup naturellement quand on n'a qu'un produit ou plusieurs produits qui sont très différents sous nom de marque et le principe, et ça existe pour tout un tas de choses, des prothèses de hanche, des stents, etc. Le principe, c'est que les produits vivent leur vie et sont inscrits avec un code spécifique sur la LPPR, avec des tarifs qui sont fonction de l'amélioration du service attendu qu'ils ont obtenu au final, puisque DTX LPPR, ça veut dire qu'après la prise en charge anticipée, l'Actedim se prononcera sur les critères habituels d'inscription sur la LPPR qui sont le service attendu et l'amélioration du service attendu. Donc Bien avec sûr, deux niveaux, service attendu, c'est le critère qu'on va dire d'accès au remboursement d'intérêt et l'amélioration du service attendu, c'est gradé entre 1 majeur et 5 absences par rapport à un comparateur. Donc l'Actedim définira elle-même le comparateur qui lui semble le plus pertinent. En fonction des données dont elle dispose, elle peut comparer une technologie par rapport à un suivi conventionnel ou par rapport à un produit qui est inscrit ou pas, enfin voilà, qui fait appel à un produit inscrit ou pas. Et c'est ça en fait qui permet la négociation avec le comité économique des produits de santé, négociation plus ou moins facile. C'est-à-dire que avoir une amélioration du service attendu de niveau 5 par rapport au suivi conventionnel, si ça s'ajoute au suivi conventionnel, par exemple, je prends l'exemple d'un DTX de façon tout à fait neutre, qui va venir en supplément d'un suivi, un DTX qui serait un outil d'auto-traitement par le patient, qui vient en supplément du suivi par le professionnel de santé, donc qui va s'ajouter. Donc si la technologie n'a pas apporté de supériorité par rapport à ce suivi conventionnel et que ça s'ajoute à ce suivi conventionnel, on comprend assez facilement que la négociation avec le comité économique des produits de santé va pas être facile. En revanche, si la commission reconnaît que même si ça s'ajoute à ce suivi conventionnel, le patient est amélioré, et donc une amélioration du service attendu de niveau 3 par exemple, eh bien cette note en fait qui est comparative va permettre à l'industriel de négocier un tarif de remboursement avec le CEPS. Très honnêtement, je ne sais pas en fait comment va se passer la transition entre Pécan pour un DTX, où j'ai compris que pour un DTX, mais on n'a pas les arrêtés tarifaires, il y aura des forfaits.
et l'étape de négociation ensuite avec le comité économique des produits de santé. Mais je vous le redis, nous, HAS, on n'est pas du tout dans le process, donc c'est normal que je n'ai pas d'informations, mais je me pose moi-même la question de comment ça va se passer, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est sur la base de ce service attendu, de cette amélioration du service attendu, que pour un nom de marque, l'industriel va ensuite aller négocier son tarif de remboursement avec le CEPS. Après, dans votre question, je comprends aussi qu'il y a un autre volet, c'est-à-dire à partir de quel moment on reste en nom de marque versus la création d'une ligne générique. Oui. Dans mon expérience, en fait, ça se passe à partir du moment où la CNEDIMS considère que elle n'a pas de plus-value dans l'évaluation de chacun des produits. C'est-à-dire qu'elle considère, je vais prendre un exemple que j'ai vécu quand j'ai été au service d'évaluation des dispositifs médicaux qui concerne un dispositif médical connecté, un autotensiomètre. Un industriel est venu en revendiquant, en demandant l'inscription d'un autotensiomètre. Il se trouve qu'il était connecté. La commission a pris l'initiative, donc elle a rendu un avis favorable sur l'autotensiomètre, et elle a aussi suggéré la création d'une ligne générique, parce qu'elle considérait qu'il y avait un intérêt, un intérêt commun à tous les autotensiomètres qui répondaient à un certain nombre de spécifications techniques qu'elle a définies en proposant la ligne générique d'emblée dans le dossier de l'industriel qui déposait un nom de marque. Elle a dit « je rends un avis favorable », enfin elle a dit « suffisant, ASA », je ne sais plus quel était l'ASA, et je recommande la création d'une ligne générique parce qu'elle considérait qu'il fallait donner une impulsion pour la mise à disposition de ce type de technologie et qu'il n'était pas nécessaire pour elle d'évaluer l'intérêt de chaque autotensiomètre. Ça vous donne en fait l'état d'esprit. Donc on peut imaginer que pour les DTX, à partir du moment où elle en aura vu un certain nombre, elle se dira, en fait, du coup, je ne sais pas, dans le traitement de la douleur, je reprends un exemple que j'ai pris tout à l'heure, les technologies qui permettent de faire ci, ça ou ça, et qui répondent à telle et telle spécification technique, je considère qu'elles ont toutes le même intérêt et je recommande au ministre, mais c'est une recommandation, de créer une ligne générique. Dans tous les cas, cette création de ligne générique, elle appartient au ministre. Donc ça veut dire que pour que ça prenne effet, le ministre doit publier un avis, ce qu'on appelle un avis de projet, qui annonce son intention de créer une ligne générique. À partir de là, sur cette intention qui est publique, les industriels ont en général, je me souviens plus du délai, je dirais 30 jours, mais je ne sais plus. On va dire 30 jours pour adresser leurs observations ou demander à être entendus auprès de la CNEDIMS. Et la CNEDIMS, en fait, peut amender la proposition de ligne générique, soit sur le volet des indications, soit sur les spécifications techniques, en tenant compte du feedback et des observations ou des auditions qu'elle aura, sur lesquelles elle aura été sollicitée. Elle rend un avis et c'est sur la base de cet avis que le ministre décide de créer une ligne générique. Et pour décider, il prend cette fois-ci non pas un avis de projet qui traduisait son intention, mais un arrêté d'inscription et de création de ligne générique. Et quand une ligne générique apparaîtra, les produits génériqués pourront rentrer en pécan, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que si c'est en... La ligne générique, elle ne concerne pas Pécan, elle concerne l'étape d'après, qui est la LPPR ou la LATM. En revanche, ça va changer l'étape CNEDIMS CEPS pour le coup. Et les 6 mois que vous nous avez décrits. Ouais, en fait, l'intérêt de la ligne générique, c'est que chaque industriel n'a pas à démontrer son intérêt. Ça veut dire que pour s'inscrire dans une ligne générique, il doit simplement déclarer, et maintenant il y a un process, un guichet au ministère pour obtenir des codes par fabricant pour l'inscription LPPR sous ligne générique. Donc ça veut dire que l'industriel, il aura toujours les démarches auprès de l'ANS pour le certificat d'interopérabilité de sécurité et d'éthique. Et il demandera finalement un code fabricant pour la ligne générique, mais il n'y a pas d'évaluation de l'intérêt produit par produit et nous, on ne les voit pas. Et c'est un peu la même chose en fait pour la ligne générique à l'ATM. La seule particularité que vous indiquiez, et du coup nous on attend de savoir comment ça se passera au moment où on aura le scénario, c'est il existe une ligne générique, un industriel arrive et montre sa supériorité par rapport à la ligne générique. Les textes prévoient une radiation mais qui nous a été précisée par le ministère. Donc
prononcée comme très progressive de la ligne générique. Attendons de voir, c'est tout à fait original, ça n'existe pas dans d'autres produits de santé, mais c'est vrai que c'est écrit, c'était dans l'article 36 de la LFSS pour 2022. Alors, il y a d'autres questions qui sont apparues. Alors, je vais reprendre le fil. Les indicateurs s'appuieront, les indicateurs, j'aime pas trop ce sujet, on n'est pas mûr, s'appuieront a priori sur les données produites par l'activité, données personnelles détenues par l'opérateur. Comment pourrait être envisagé ce partage? Bah voilà, ça j'ai déjà répondu à cette question parce que du coup on attend de savoir quel sera le process d'exploitation des indicateurs pour pas se tromper de type d'indicateur qu'on pourrait proposer. Les indicateurs. Y a-t-il une collaboration, coordination entre le dispositif du forfait innovation et le soutien BPI à l'évaluation? Non, ce qu'on espère, c'est que les soutiens permettent finalement d'optimiser le plan de développement. C'est surtout ça, pour arriver à des success stories. Donc non, il n'y a pas de collaboration. En revanche, une technologie qui est soutenue par BPI peut tout à fait venir pour un accompagnement auprès de la HAS. BPI nous sollicite également régulièrement pour intervenir dans le cadre des dispositifs d'accompagnement qui sont en place. On réfléchit à d'autres types d'accompagnement dans nos ressources limitées, je le redis. Mais oui, enfin, du coup, c'est quand même de process indépendants. Et l'objectif des soutiens, c'est de vous aider en fait à optimiser le développement de votre produit et d'arriver à bon port au bout du bout. Il me semble quand même que là-dessus, vous avez contribué sur l'appel à projet dans son dimensionnement, etc. Enfin, je crois que là-dessus, justement, ça avait aussi dans l'aspect collaboratif. Je rappelle en amont quand même qu'il y a eu une sollicitation de la HAS sur la définition même de cet appel à projet. Oui. Comment vous voyez les choses, Corinne, quand, admettons qu'un DTX rapporte des informations aux soignants qui serait à la frontière avec de la télésurveillance, qui remonte des informations dans le cadre justement de la prise en charge. Comment ça doit être évalué de façon séparée, ça doit être. Je suis pas certaine de comprendre votre question. Ce serait pas de la télésurveillance médicale, mais ça apporte de l'info? En tout cas, c'est un DTX, c'est-à-dire ça c'est un DTX, oui. ça prend en charge, en tout cas ça apporte aux patients une prise en charge thérapeutique sur la douleur, par exemple, etc. Mais en même temps, ça remonte aux soignants des informations sur une évaluation justement de sa douleur, de son évolution, de son suivi, etc. Il va se passer quoi là-dessus? Alors moi, j'identifierais 2 scénarios. C'est qu'effectivement, il y a plein de DTX qui sont utilisés en auto-traitement, mais qui permettent aussi aux soignants d'avoir accès à des informations et d'en tirer de l'information au travers des consultations. Donc c'est cette information qui peut être utilisée par le soignant comme il le souhaite. De la vraie télésurveillance médicale qui suppose que l'information qui arrive aux soignants, en fait, soit prise en compte sans attendre les téléconsultations pour avoir une gestion dynamique de la prise en charge du patient. Et pour moi, la télésurveillance, c'est ça, c'est pas juste de la capitalisation d'informations pour la prendre en compte au moment de la consultation, mais c'est bien du coup une gestion proactive de ces informations pour optimiser la prise en charge du patient, qui peut tout à fait donner lieu et générer des consultations, mais pas que en fait. C'est vraiment la valorisation du travail du soignant justement entre des consultations par exemple, et ça doit conduire à une dynamique de prise en charge. Et moi je crois beaucoup à ce mode de suivi qui est très complémentaire du suivi conventionnel. Mais si ça remonte une alerte, par exemple, qui constitue un engagement du soignant à se rapprocher du patient parce que voilà, une alerte, ça va être considéré aussi comme de la télésurveillance, pardon. Oui, on a eu le premier cas d'ailleurs pour ce type de technologie avant même la création des voies de remboursement pour la LATM avec un premier dispositif qui avait été vu par la CNEDIMS il y a quelques années qui était dédié à la détection de la rechute du cancer du poumon.
Et donc le principe, c'était ça, c'est-à-dire qu'à partir des informations collectées par la technologie, on arrivait à une gestion plus proactive de la récidive, en détectant plus précocement cette récidive et du coup en permettant à l'équipe soignante du coup d'optimiser la gestion de cette récidive au plus tôt par rapport au suivi conventionnel qu'ils appellent à de l'imagerie à horizon de 6 mois. Donc oui, c'est en fait la télésurveillance, c'est ça, c'est on n'attend pas de voir le patient pour gérer ces informations. Et le cas échéant, si ça mixait ces deux aspects, comment vous verriez les choses? Eh bien, dans les faits, c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on a dit dès les premiers référentiels que la télésurveillance, elle pouvait donner lieu à une consultation. C'est-à-dire que c'est cette notion de gestion proactive de l'information et le travail du professionnel, est valorisé sur la prise de connaissance des données, des alertes et la gestion proactive. Donc après, la suite, ça peut être, on le disait, consultation, téléconsultation, mais ça peut être également via des messageries, des conseils donnés au patient pour optimiser l'équilibre de sa pathologie ou la gestion de son traitement de façon très dynamique. Et ce qu'il faut, c'est que les équipes prennent en compte ces données à un rythme adapté pour que ce soit vraiment de la télésurveillance médicale et pas juste un capital de données utilisé pour les téléconsultations ou les consultations. Pour moi, c'est ça la différence entre une télésurveillance médicale et une consultation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Ah, c'est bizarre, quelqu'un a pris la main à ma place, mais ça revient effectivement à ma question, c'est-à-dire. Oui, ça répond à vos problèmes de connexion, je crois. Oui. Mais je peux répondre à la question. Une même plateforme pourrait-elle être considérée DTX et télésurveillance à la fois? Ah, Stéphane s'est dénoncé, il a pris même mon lien pour me connecter, c'est donc. Donc voilà, donc ça c'est exactement. Voilà, le mystère est levé. Ouais. Oui, je pense que ce sera possible, et ne serait-ce que parce que les technologies et le marquage CE a lui aussi une approche modulaire en fait. Et du coup, on va voir comment tout ça cohabite, parce que on fait avec les textes qui ont été produits, mais il y a des technologies qui sont très riches et qui ont des fonctionnalités complémentaires avec une approche d'auto-traitement par exemple et aussi de télésurveillance. Et du coup, on va voir au final comment sur l'évaluation tout ça s'articule et comment les démarches tarifaires s'articulent. Mais c'est un scénario, la cohabitation de plusieurs fonctionnalités qui relèvent de voies de financement différents est possible. Alors après, on fait avec les textes, mais je dirais que c'est une chance que ce soit la CNEDIMS, la même commission, qui soit chargée de l'évaluation de ces différentes voies parce que ça peut devenir très compliqué. Mais ça veut dire 2 dossiers pour vous ou le même dossier pourra être évalué? Ça veut dire 2 dossiers ou ça veut dire des demandes, un dossier qui cumule plusieurs demandes. Ok. On arrive au bout. Il est 12h29. C'est juste. Ah, encore une. Encore une dernière question. Un prochain webinaire sur le forfait innovation. Alors, forfait innovation, alors, je crois que c'était pendant le confinement, mais il y a un webinaire sur notre site web, donc vous pouvez le retrouver, ça vous donnera. On avait fait un webinaire spécial forfait innovation et je pense qu'il est toujours vraiment d'actualité. Après, vous pouvez le transposer en vous projetant sur le volet numérique par rapport aux critères d'éligibilité, est-ce que je rentre bien dans le cadre, etc. Mais déjà, il y en a un, réécoutez-le, il est toujours disponible en replay. C'était avec Isabelle Adno et voilà, je crois que c'était pendant le confinement et. Tout à fait. On va s'arrêter là si vous en êtes d'accord. Un grand merci Corinne. J'imagine que donc le webinaire a été enregistré, donc il sera évidemment disponible en replay pour ceux qui le souhaitent. Corinne, est-ce que les slides seront disponibles sur le site de la HAS ou... Alors sur notre site non, parce qu'on vous a laissé gérer l'événement, mais vous pouvez les partager. diffuser. Peut-être que je peux vous renvoyer une version juste un tout petit peu modifiée. J'ai vu qu'il y avait une ou deux coquilles, je vous la renvoie dans la foulée.
donc on partage avec l'ensemble des inscrits et ceux qui le souhaitent. Un grand merci encore, Corinne. Je tiens à souligner, comme d'habitude, en tout cas la qualité de l'échange avec la HAS, pour nous, c'est extrêmement précieux. Donc un grand merci encore de ces efforts que vous menez, et je pense que les entrepreneurs vous en sont très reconnaissants. Donc un grand merci. Eh ben, je vous en prie, c'était un plaisir. Toujours désolée de voir tout le monde à distance, mais c'était bien parce que ça a permis de l'organiser assez rapidement, donc c'est très bien. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.